Bonjour et bienvenue au mercredi de l'Anthropocène, saison 6, épisode 2, Horizon, intelligence artificielle généralisée. Voilà le thème de la journée, enfin de la soirée où nous allons avoir le plaisir d'échanger autour de ce sujet avec ici présent à mes côtés Stéphane Grumbach et en virtuel, en parallèle, François Candelon. Donc bonjour à vous deux et bienvenue au mercredi de l'Anthropocène. Bonjour, merci Jérémy. Bonjour Jérémy. Donc le sujet, la Chine mise sur l'intelligence artificielle au point de concurrencer la Silicon Valley, mais l'Europe. Voulons-nous simplement devenir une usine à produire des données dont les géants américains et chinois tireront toute la valeur? Quelles questions soulève l'IA, en particulier en matière d'éthique? Comment appréhender ce défi à l'œuvre? Voilà les questions qui ont été appréhendées dès le départ sur l'idée d'organiser un rendez-vous autour de l'intelligence artificielle avec vous deux, mais qui vont, à mon avis, largement dépasser ces enjeux et revenir peut-être même au fondement. Donc, je vais vous présenter d'abord François Candelon. François Candelon, vous êtes directeur du vous êtes le Global Director du BCG Anderson Institute. Vous étiez auparavant le leader mondial du secteur des télécommunications du BCG, pour BCG, comme je l'ai dit en anglais juste avant, si c'est correct. Vous avez travaillé en Europe et en Chine au cours des 7 dernières années et vous êtes actuellement basé à Paris où vous dirigez au BCG un pôle sur l'intelligence artificielle pour les entreprises de technologie, de médias et de télécommunications, si je ne me trompe pas. Vos recherches portent sur l'impact de la technologie dans les entreprises et la société, ainsi que sur la dynamique des écosystèmes numériques en Chine. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, François ? Non, je pense que vous avez été extrêmement exhaustif. Et de votre côté, à mes côtés, Stéphane Grumbach. Vous êtes spécialiste des données, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA et enseignant à Sciences Po. Vos activités de recherche se concentrent sur la question de l'impact de la généralisation de la collecte de données et leur traitement algorithmique autant sur la société, sur les nouveaux équilibres géopolitiques et sur la course à la domination numérique. C'est tout bon ? C'est tout bon, merci. Alors, je sais qu'il est délicat de définir l'intelligence artificielle, mais quand même, pourriez-vous vous prêter au jeu l'un après l'autre, en commençant peut-être par vous, François, vu que vous êtes digitalement présent. Alors c'est difficile, oui, de présenter l'intelligence artificielle. Moi, ce que j'aime dire, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas très bien, et je suis sûr que Stéphane, tu seras à même de donner une définition plus technique, mais j'aime bien dire qu'il y a en fait 3 éléments essentiels, 3 compétences essentielles à l'intelligence artificielle. La première, c'est d'être capable de faire des choses extrêmement granulaires, d'arriver à une capacité très précise, que ce soit pour la prédiction, etc. La deuxième chose, c'est la capacité à gérer les datas, un grand nombre de datas en temps réel. Donc, ça rajoute cette dimension de temps réel. Et la troisième chose, c'est essentiellement la capacité à grandir, à scale up, comme disent nos amis anglais, avec un coût marginal qui est vraiment un coût marginal qui est vraiment marginal, voire dépassé. Et donc, je pense qu'avec ces 3 compétences, on est capable de faire beaucoup de choses et de rechanger les modèles d'affaires des entreprises. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une manière de se réinventer. Alors après, il y a d'autres éléments qui sont plus techniques, que ce soit la récupération, comment est-ce on acquiert des datas, quelles sont les sources, etc. Comment on va organiser et les analyser, et puis après, comment on va les opérer, et avec toujours cette notion de boucle de rétroaction, en particulier pour tout ce qui est autour du machine learning et du deep learning. Mais Stéphane, je te laisse répondre à cette question aussi. Oui, donc j'adhère à ce que tu viens de dire, François. Je crois qu'il y a une double problématique dans l'intelligence artificielle. Il y a une problématique concrète de réalisation algorithmique, et je pense que tu as assez bien résumé les différentes dimensions de cette réalisation algorithmique, et pour lesquelles on connaît aujourd'hui des succès industriels majeurs. Et puis il y a une autre dimension, sans doute plus philosophique, qui est complexe comme question, parce qu'elle touche à l'intelligence, et donc déjà l'intelligence, on ne sait pas la définir.
et à l'idée qu'une machine puisse faire tout ce que fait un humain. Et donc là, on touche à quelque chose qui est au fond une vieille problématique philosophique qui a à voir avec l'âme et le corps, la dualité matière-esprit. Et cette question-là, elle est à la fois passionnante et en même temps sans grandes conséquences sur les réalisations pratiques. Mais elle pose des questions, on y reviendra sûrement, tout à fait intéressantes. Alors du coup, permettez-moi de poser la deuxième question la plus basique, mais qu'est-ce que change concrètement l'intelligence artificielle, en tout cas dans les pays où ça se développe à grande échelle? De votre côté, peut-être. Alors, je crois, donc je vais être, François va sans doute être plus concret et je vais prendre la question avec une vision un peu du futur. On a fabriqué des machines, des outils et des machines tout au long de l'histoire qui sont devenus de plus en plus sophistiqués, mais qui essentiellement exécutaient des instructions humaines. Et puis, avec l'informatique, avec la puissance de calcul, avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, on a été capable de contrôler automatiquement des systèmes assez complexes, comme le pilotage d'un avion ou la sécurité d'une centrale nucléaire. Mais aujourd'hui, on arrive à des machines qui vont rentrer dans la sphère de décision et prendre des décisions à la place des humains, voire inverser la relation, c'est-à-dire que la machine décidera ce que l'humain doit faire. Et donc on voit ces machines de manière assez fortement présente dans le domaine de la justice, par exemple, aux États-Unis en particulier. Mais il y a aussi une société de Hong Kong qui a parmi les membres de son conseil d'administration une machine qui participe au conseil d'administration et qui a une voix. Donc on voit de plus en plus de machines, et donc on y reviendra sans doute plus tard, mais c'est dans le domaine militaire que les questions sont les plus sensibles. Et pour vous, qu'est-ce que ça change, on va dire, au niveau des entreprises et des conseils et finalement de l'accueil de cette nouvelle intelligence artificielle? Est-ce que ça concerne seulement finalement cette relation homme-machine, ou est-ce que ça dépasse ces relations-là? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que ça redéfinit les rôles respectifs de l'homme et de la machine dans l'entreprise. Et j'ai pour habitude de simplifier, évidemment, de catégoriser, mettre 4 catégories. La première, c'est dire l'IA humain, c'est d'abord en quoi l'IA peut aider à trouver de nouvelles idées. Alors, j'aime bien l'image de Ben & Jerry qui avait dit là, on a des ateliers, on a des données, trouvez-nous quelque chose. Et par exemple, ils ont identifié qu'il y avait beaucoup de chansons qui parlaient de manger de la glace au petit déjeuner. Et donc, ça leur a donné l'idée de faire des glaces au petit déjeuner. Vous avez aussi l'IA qui peut aider à recommander, mais l'homme décide. Je ne parle pas aujourd'hui, l'homme décide quasiment systématiquement, au moins quand on sort du champ qui a été donné ou accordé à l'intelligence artificielle. Et là, vous avez par exemple, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un sur un floor de trading qui me disait les traders et l'intelligence artificielle apprennent les uns des autres, et puis l'intelligence artificielle va recommander des choses qui sont nouvelles et qui vont permettre aux traders de prendre de nouveaux chemins. Et là, après, vous recommencez une relation humain-IA qui est extrêmement féconde. La troisième chose, ils vont décider, et puis vous avez aussi des endroits dans lesquels l'intelligence artificielle est assez autonome. Et je pense par exemple à des mines, par exemple Rio Tinto en Australie, il y a des mines qui sont totalement autonomisées. Vous avez des centaines de véhicules qui vont choisir ce qu'ils font, où est-ce qu'on creuse, combien de temps, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on envoie sur les marchés en fonction de ce qui existe. Et donc, on voit bien que c'est une redéfinition extrêmement complète du modèle opératoire des entreprises. Et ça pose d'ailleurs des questions derrière, mais vous me direz si vous souhaitez qu'on en parle plus tard, c'est comment s'assurer que l'homme conserve quand même
suffisamment d'expérience pour pouvoir être capable de continuer à contrôler l'intelligence artificielle dans les années qui viennent, dans les 10-15 ans qui viennent. C'est-à-dire quand on aura peut-être perdu un petit peu cette jonction. Aujourd'hui, les gens continuent à avoir leur expérience. Bon, ils voient l'intelligence artificielle qui sort des sujets, mais dans quelle mesure est-ce qu'on ne va pas faire trop confiance à l'intelligence artificielle à un moment donné? Effectivement, on rentre dans la question de l'expérience et du faire, en quelque sorte, finalement, de la production au quotidien, qui va amener à un questionnement dans le long terme, à travers la pratique et à travers le temps. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'interroge mais effectivement, ça va changer quelque chose. Donc, je vous ai posé la question de qu'est-ce que ça change, mais en fait, l'intelligence artificielle a aussi cette vision qui est toujours un peu prospective, d'induire des scénarios qui viennent d'algorithmes qui sont déjà construits. Donc, dans ces scénarios-là, est-ce que les humains, qui sont un peu détenteurs du développement de cette figure-là, comment envisage-t-on que ça va changer et comment prévoit-on finalement les changements que cela peut occurer au quotidien? Alors, je crois que c'est la question, enfin, c'est l'une des questions centrales aujourd'hui, la perte de maîtrise. Je pense que petit à petit, de même qu'un certain nombre d'outils fondamentaux sont aujourd'hui indispensables et on ne ferait plus à la main et avec la force physique d'un humain ce qu'on fait avec une machine, je pense que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on va aussi de plus en plus laisser les machines. Alors, il y a aujourd'hui, je pense à peu près toujours, enfin presque toujours un humain derrière, c'est-à-dire que la machine donne un résultat ou des résultats et l'humain décide. Mais si je prends l'exemple de la justice, où un algorithme peut avoir un accès à la jurisprudence et recommander un jugement, il est probable que par paresse, on va lui faire confiance, d'abord parce qu'il est efficace et qu'il a une capacité de creuser la jurisprudence plus forte qu'un humain. Et puis petit à petit, on va perdre la maîtrise. Et donc, par la confiance qu'on accorde à l'algorithme, on va lui laisser la main. Et puis, au fond, la personne qui ne fera que mettre un coup de tampon sur la décision de l'algorithme deviendra assez vite inutile, en fait, et elle l'est sans doute probablement à pas mal d'endroits déjà. Donc, je crois qu'il y a un moment, effectivement, où on va perdre cette maîtrise de ce que font les algorithmes. Et ça va nous amener, je suppose, à la singularité, dont on parlera peut-être après. C'est-à-dire que ces algorithmes sont de plus en plus présents dans la fabrication même des machines et du code. Donc pour l'instant, les machines qui tournent des programmes d'IA ont été fabriquées par des humains, essentiellement, pour une grande part. Mais petit à petit, on va avoir des générations de machines qui sont fabriquées. Ça commence déjà, hein. Vous avez oui, ça commence déjà, tout à fait. Absolument. Et donc là, on perd la main. Non, pardon, excuse-moi d'avoir interrompu. Je t'en prie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a là, on va sortir un rapport avec le MIT sur une base de 5000 interviews, et on s'aperçoit que les gens sont en fait les entreprises dans lesquelles on utilise l'intelligence artificielle, les gens sont assez contents, sont plus contents parce qu'ils considèrent la décision et les qualités des décisions sont meilleures, la collaboration est meilleure, etc. Donc, moi, je pense qu'on peut rester quand même à moyen terme sur cette relation humain plus IA qui est plus féconde et qui est plus riche, à condition, et je reviens sur ce que tu disais, qu'il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas faire preuve de paresse, à condition de ne pas faire une confiance absolue, et de continuer à construire notre expertise et notre expérience. Je pense pour moi, c'est un sujet qui est critique, c'est comment dans les entreprises ou dans la société, on continue à accéder et à continuer à construire cette expérience. Pour moi, ça pose la question suivante qui finalement m'interroge avant de rentrer dans des sujets plus anthropocènes et plus en relation avec une orientation finalement des possibles sur la question de retracer en fait la production du savoir, qui est un élément qui, si on revient sur la production de savoir de l'intelligence, ou comment on arrive à essayer de tracer ça déjà dans notre propre production de savoir ou de compréhension finalement d'un phénomène qui potentiellement, comme vous l'évoquez, François,
en termes d'expérience, quand on va faire une erreur ou quand on a un doute, on a la capacité de le voir ou du moins d'avoir un espèce de ressenti. Mais comment cette traçabilité, comment retracer finalement les espaces des possibles, les erreurs dans des systèmes aussi complexes que les algorithmes et l'intelligence artificielle? Est-ce que ça fait partie des réflexions? Oui, incontestablement, il y a énormément de décisions prises par des algorithmes qui ont été critiqués dans la sphère sociale, en particulier à cause des biais des algorithmes. Les algorithmes apprenant à partir d'un corpus qui est lui-même biaisé reproduisent ces biais. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas si compliqué que ça. Et de toute façon, la société et les organes de décision de la société sont eux-mêmes complètement biaisés et n'ont pas conscience de leurs biais ou trouvent leurs biais tout à fait normaux. Donc je ne crois pas que le problème du biais des algorithmes soit... Il est important pour l'instant, mais à mon avis, il n'est pas très important sur le long terme. Il est facile à résoudre. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur les biais. Il y a une autre question qui est celle de la capacité à expliquer ce qui s'est passé et où là, il y a en fait un compromis à casser qui est en fait parce que plus on explique, moins on est juste. Et ce qui peut paraître paradoxal, mais donc on est là-dedans et typiquement vous avez la FDA pour les médicaments qui dit bon ben ok, il y a un moment où on arrête. Si on est arrivé à un niveau et qu'on a pu faire nos essais cliniques là-dessus, ben tant pis, on va pas plus loin. Ce qui, d'une certaine manière, empêche l'intelligence artificielle d'offrir son potentiel, vraiment son potentiel total. Et je pense que ça va être d'ailleurs une question que l'on va avoir dans pas mal de réglementations, qui est à quel moment est-ce qu'on arrête l'intelligence artificielle pour notre confort et je ne dis pas que c'est mal, au contraire, et de l'autre côté, en sachant que c'est une technologie qui pourrait être encore plus utile. Et c'est là où il va falloir trouver le juste curseur pour éviter de surréglementer et de ne pas sous-réglementer non plus. Effectivement, c'est une question qui pour moi, nous amène à s'interroger finalement sur... effectivement, en tant qu'utilisateur ou qu'être humain, on va dire fragile ou feignant ou fatigué de tâches inintéressantes, effectivement, l'intelligence artificielle ou les outils, depuis toujours, en fait, qui vont faciliter ce qui est une tâche fastidieuse, comme par exemple si je devais analyser 3 650 000 images de cœur pour vérifier en fait la véracité d'un cancer du cœur, disons. Mais effectivement, cette tâche-là, si une machine pouvait le faire, effectivement, je dirais tout de suite oui. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est des orientations qu'on peut imaginer, qui vont se produire et qui se produisent dans différents cas, jusqu'à l'administration, qui ne rêve pas à l'heure d'aujourd'hui de ne plus avoir de tâches administratives à faire pour son quotidien et que finalement les résultats soient déjà là. Merci d'avoir envoyé ma lettre à l'URSSAF, d'avoir géré mon problème ici à droite à gauche. Vous avez plus de temps pour aller faire votre jardinage. Mais la question, c'est finalement l'orientation qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Et une orientation qui, à l'heure d'aujourd'hui, avec les enjeux complexes, disons, de notre sujet de recherche, qu'est l'anthropocène, où est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle jouer un rôle sur finalement sur tous ces systèmes complexes qu'on a abordés et que peut-être un cerveau n'arriverait pas à prendre comme décision, comme vous le disiez très bien dans le cas d'un avion, mais dans des systèmes où on va dire complètement systémiques et au niveau, on va dire, global. Est-ce qu'on peut imaginer ce fantasme-là, à un moment ou à un autre, que l'intelligence artificielle joue un rôle, si elle ne le fait pas déjà ? Oui, je pense que c'est là aussi une question fondamentale. Si on retourne au XVIIIe siècle, une personne cultivée peut embrasser presque toute la connaissance. Et puis, le savoir se développe très fortement au XIXe siècle, au XXe siècle, et la connaissance se cloisonne dans des disciplines, des sous-disciplines, des sous-sous-disciplines, au point qu'un humain, finalement, aujourd'hui,
un chercheur est spécialiste d'une microdiscipline. Et on voit, donc il y a un certain nombre d'études aujourd'hui sur le ralentissement de la productivité des chercheurs dans pas mal de domaines, comme si, au fond, ce qui était facile a été découvert par les humains. Et donc il y a deux choses. Il y a à la fois le cerveau humain, la capacité d'un cerveau humain, et puis la capacité des humains à s'organiser en collectivité, en société, en institution, et à collectivement soit faire avancer la connaissance, soit développer des produits complexes. Et peut-être qu'on est à un moment de l'histoire où on arrive au bout, ou du moins à un certain essoufflement de ces capacités humaines. Et la machine rentre à ce moment-là, précisément pour permettre une poursuite de l'avancée du savoir ou de la complexification des organisations, et donc une coopération entre les humains, leurs organisations et des machines qui vont contribuer à l'avancée des connaissances. Donc je crois, pour moi, il y a un clair lien entre la complexité du monde, et tu vas revenir, j'imagine, là-dessus sur la question de l'anthropocène, mais la complexité du monde augmente, et les humains sont obligés de faire face à cette complexité, et donc à s'organiser pour y faire face. Et je crois que la machine intelligente, la machine autonome, et cette coopération entre des humains et des machines va être un vecteur essentiel dans la capacité à faire face à la montée de la complexité. Et je pense que tu as raison, et c'est cette capacité à justement travailler sur ou valoriser les caractéristiques, les forces des uns et des autres. Les machines sont beaucoup plus capables que nous de gérer des grandes masses de données, mais en revanche, notre capacité à gérer l'ambiguïté est beaucoup plus forte. Donc, je pense que c'est là-dessus où cette combinaison humain plus IA a un potentiel pour faire avancer le savoir, pour pouvoir modéliser des situations beaucoup plus complexes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce que l'on parie ou ce qui va arriver d'ici. Alors, est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 20 ans, on verra bien, avec l'informatique quantique qui va démultiplier le potentiel. Et là, on peut imaginer des jumeaux digitaux qui nous permettront de modéliser énormément de scénarios dans des systèmes très complexes, et face à ça, de voir comment on serait capable de réagir. On l'a déjà touché, entre guillemets, un petit peu avec ce qui est arrivé avec la vaccination, donc ce qui est autour de cette notion de jumeau digital et la capacité à le gérer, va être une vraie rupture. Mais c'est une forme d'amélioration de la capacité de calcul que nous avons connue au cours des 50 dernières années, et qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Alors écoutez, effectivement, pour moi, c'est un enjeu fondamental d'imaginer tout ça et de voir la place que peut prendre l'intelligence artificielle et le rôle de l'informatique et du numérique dans notre monde. Mais je ne vous cache pas que mon retour en France, après avoir passé 10 ans en Chine, finalement me perturbe sur cette relation qu'on peut avoir aussi à l'espace, au territoire, aux gens, et d'avoir finalement cet éloignement de cette montée en puissance de la présence des données, de la présence des outils informatiques et de l'acceptation au quotidien de différents phénomènes qui sont en train de monter en puissance dans le monde. Je ne connais pas les États-Unis, mais dites-moi un petit peu si vous pensez que réellement la France, ou du moins l'Europe, a un rôle à jouer comparé à ce qui est en train de se passer et de se développer, parce que vos deux discours sont parfois un peu loin de ce que certaines personnes imaginent ou comprennent finalement des enjeux numériques ici. Alors donc la problématique est un peu plus large sur le numérique et pas seulement l'intelligence artificielle. Donc le numérique est pour moi fondamentalement une projection dans la puissance. Et donc les entreprises ou les États
qui ont développé véritablement le numérique sont des entreprises ou des États qui se projettent dans la puissance, c'est-à-dire qui se projettent dans demain et dans une position demain plus favorable que celle qu'ils ont aujourd'hui, ou au moins de défendre leurs avantages. Donc, si on prend je vais laisser les entreprises pour François, il les connaît mieux que moi. Si on s'intéresse aux États, il y a deux grandes puissances numériques, les États-Unis et la Chine, que nous avons tendance à percevoir comme très différentes, nous les Européens par exemple, puisque nous avons plutôt une vision du monde entre les démocraties occidentales d'un côté, et puis déjà entre l'Occident et l'Orient, il y a déjà cette différence-là, et puis ensuite entre les démocraties et puis les dictatures, etc. Donc on a un peu du mal à percevoir que ce découpage peut être pertinent sur certains aspects, mais ne l'est pas sur beaucoup d'autres. Si on regarde le numérique, la Chine et les États-Unis se ressemblent énormément, et celui qui est à part, c'est l'Europe. La grande différence entre la Chine et les États-Unis, c'est fondamentalement free speech. Donc là-dessus, il y a une culture très différente. L'Europe est à peu près à mi-chemin entre les deux sur cette question. Mais pour le reste, les États-Unis et la Chine ont la même stratégie. Contrôle, souveraineté sur leur territoire, c'est-à-dire que l'essentiel du traitement numérique sur leur territoire est assuré par des entreprises nationales, projection à l'extérieur de leurs acteurs numériques. Là-dessus, les États-Unis ont une avance qui est beaucoup plus forte que celle de la Chine, mais la Chine est dans la même logique, en particulier avec les routes de la soie. Et puis, coopération entre le gouvernement, l'administration publique et les entreprises pour des services dans l'intérêt de la nation. Alors, c'est plus développé en Chine qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont un système sécuritaire qui a, dès le début, coopéré avec les grandes plateformes. Donc pour la sécurité nationale, qui évidemment était un enjeu puisque l'essentiel de cette industrie date d'après le 11 septembre 2001. Donc la lutte contre le terrorisme a bénéficié d'un soutien très important de l'administration. Et en Chine, la perspective est plus large, elle inclut de nombreux domaines de l'administration publique. L'Europe ne dispose d'aucune entreprise, est dans une dépendance à 100% ou à 99,9% d'industrie étrangère et a une capacité normative et se distingue par ses capacités normatives. Mais donc on n'est pas du tout dans la même perspective. L'effet de Bruxelles, le Brussels Effect, on l'appelle. Mais alors, juste peut-être deux, trois points. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il faut, s'il faut garder un certain niveau vis-à-vis de la Chine, être sur ses gardes vis-à-vis de la Chine, je pense qu'il faut l'être aussi vis-à-vis des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport du comité présidé par Eric Schmidt justement sur ces sujets-là. Eh bien, vous remplacez National Security par US Hegemony, ça marche parfaitement. Enfin, il n'y a pas un endroit où ça marche pas. Mais je pense, pour revenir sur ta question aussi, sur votre question, pardon, où on peut peut-être se tutoyer, Jérémy. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. L'IA est source d'inégalités majeures. Inégalités entre les individus, au travers de l'accès justement à l'ensemble de ces services et à cet homme un petit peu augmenté. Je ne suis pas dans la science-fiction, mais de fait, l'homme est augmenté. Inégalité entre les entreprises, celles qui les auront et si vous voulez, j'utilise moi souvent une image un petit peu guerrière qui est de dire en fait l'IA pour les entreprises, c'est comme les tanks, les véhicules blindés avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la France qui a choisi de mettre ses tanks dans des régiments d'infanterie et c'est bien parce que ça a amélioré la capacité de ces régiments. Puis vous avez l'Allemagne qui lui fait des régiments de chars et qui invente la Blitzkrieg.
eh bien, on est un petit peu au niveau de l'IA sur la même manière. Vous avez celles qui vont prendre une approche douce, qui ne vont pas le mettre, ou alors qui vont… et là, c'est l'armée polonaise, on va dire. Puis vous avez l'armée française, mais à la fin, celles qui auront véritablement mis l'IA au cœur de leur modèle opérationnel et de leur modèle d'affaires, elles vont avoir un avantage concurrentiel très fort. Et je pense qu'on est au cours des 5 années qui viennent à ce tournant. Et puis aussi entre les pays, l'autre jour, j'étais un panel aux Nations Unies et il y avait un intervenant, un panéliste qui était russe et qui disait en fait, il faut, mais c'est peut-être un sujet qu'on touchera plus tard, il ne faut pas penser à l'intelligence artificielle comme une general purpose technology. Il faut penser comme une arme nucléaire. Et c'est même peut-être plus grave que l'arme nucléaire, parce que les armes nucléaires, en fait, ont dépensé beaucoup de millions pour stocker des ogives. Mais heureusement, grâce à la théorie de la dissuasion, on ne les a pas utilisées. Mais là, en fait, on s'aperçoit que l'IA, et c'est le côté sombre, hein, c'est quand digital devient cyber, on rentre dans le côté sombre. Et là, ben, ça peut avoir un impact sur les élections, sur les rumeurs, ça peut vraiment aussi changer notre vie. Donc, je pense que l'IA est source d'inégalités. Et c'est pour ça que, au-delà même de l'Europe qui est totalement en retard, hein, l'Europe aujourd'hui, c'est l'équivalent de la Chine vis-à-vis de la deuxième révolution industrielle au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire une bureaucratie satisfaite d'elle-même qui ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur, qui passe à côté de cette révolution et qui, en 40 ans, devient totalement obsolète. Enfin, en tout cas, c'est mon diagnostic. Donc, voilà un petit peu quelques points. Un diagnostic fort positif. Là, je voulais mettre un côté un peu sympa, quoi. Oui, et c'est réussi. Merci beaucoup. Et du coup, je souhaiterais du coup en profiter pour rebondir sur les enjeux de l'anthropocène d'une manière générale. Et est-ce que finalement, derrière le développement de l'intelligence artificielle, on peut envisager des développements qui sortiraient de ces biais-là? C'est-à-dire que la question de l'anthropocène ou des questions fondamentales, est-ce qu'il y a vraiment des groupes de recherche, des groupes fondamentaux qui travaillent sur ces questions de l'intelligence artificielle, qui savent finalement, parce que là on vient de parler de deux champs forts, qui est finalement l'endroit où se produisent les données, les espaces de pouvoir et les différences culturelles dans lesquelles elles sont inscrites, mais ensuite, c'est-à-dire qu'effectivement, hein, on sait bien que l'intelligence artificielle va devoir aussi affronter, pour utiliser des termes un peu guerriers comme vous l'utilisez, finalement ces éléments forts que sont les différences culturelles, que portent les différents espaces, et finalement leur domaine d'acceptation, d'application, hein, rien que la relation homme-machine, si on revient à la question de départ, est complètement différente d'un pays à l'autre. Hein, donc, effectivement, développer des pôles d'intelligence artificielle à l'heure d'aujourd'hui, même si un pays est en retard, peut-être, est-ce qu'il y a une vision un peu plus, on va dire, globale, qui serait dans une vision un peu plus plurielle de ces enjeux-là? Alors, en disant global et pluriel, tu utilises des mots qui sont de nature très différente, parce que je pense que des régulations, il va y en avoir un paquet. Le monde se fragmente. Donc, l'idée d'une régulation unique, d'une intelligence artificielle où tout le monde partage les mêmes perspectives parce qu'on réussit à dépasser les aspects culturels d'un côté ou les souhaits de domination de l'autre, là, on est dans le rêve absolu. Je pense qu'on va voir beaucoup plus. C'est surtout en réaction à votre dernière phrase, je me suis dit, amenons un peu de rêve au-delà de cette conversation. Non, et du coup, je vous lance, François. Non, mais je pense qu'il faut au contraire essayer de se réveiller et de sortir du rêve, parce qu'il faut se rendre compte des enjeux qui sont des enjeux extrêmement complexes et qui sont des enjeux majeurs pour nos sociétés. Et comme je le disais, en étant sur nos gardes vis-à-vis des uns et des autres, en aidant l'Afrique à se développer, ou les pays émergents, et trouvant les moyens de justement les aider à embrasser cette évolution, parce que sinon on va se satisfaire d'avoir notre nouveau cadre européen qui dit ce qui est inacceptable, qui dit ce à quoi il faut faire très attention.
mais qui, in fine, sera obsolète. Et mon point n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas de régulation et que notre mode de vie à l'européenne sera dépassé par ce qu'est la Chine ou autre. Mais en revanche, il faut se mettre au boulot pour trouver une réponse qui soit une réponse collective. Et c'est là où, malheureusement, quand on dit l'Europe est une chimère. Elle n'existe absolument pas du point de vue d'intelligence artificielle, même si Thierry Breton essaie de s'en occuper avec son portefeuille qui est tellement large qu'il doit pouvoir y consacrer 20% de son temps. Et il le consacre très bien d'ailleurs. De votre côté, Stéphane Grumbach. Moi, je vais être rabat-joie. Il faut, bon, d'abord, la question de l'Europe est assez facile. Il suffit de lire les productions de la Commission européenne, qui sont dans un jargon absolument, je ne sais pas comment il faut les qualifier, mais enfin, elles sont inqualifiables. Elles ne disent rien. Novlangue. Elles sont tout à fait en novlangue. Elles sont d'une crétinerie absolument incroyable. Et il suffit de lire l'équivalent américain ou chinois, qui lui dit très simplement ce qu'il convient de faire pour le pays. Et donc on a tout de suite compris qu'il y a une région du monde où on est parti dans une crétinerie qui est d'une épaisseur tellement grosse qu'on ne peut même plus la corriger, parce que comment la corriger? Alors je vais rebondir aussi sur le... Bon, moi je crois qu'on est dans une époque qui se prépare à la guerre, les choses sont assez claires, la tension entre les États-Unis et la Chine monte, ne fait que monter, mais on voit la couverture médiatique d'une région sur l'autre région devient de plus en plus agressive, jour après jour, et les raisons de la guerre sont aussi sérieuses. L'Anthropocène, ce n'est pas un dîner de gala, comme disait Mao. Ça ne va pas être marrant. Donc, l'un des endroits où d'ailleurs l'Anthropocène a été pris très très au sérieux, c'est le Pentagone. Et pour une raison simple, c'est que l'Anthropocène change les conditions de l'exercice de la guerre, ne serait-ce que l'alimentation énergétique des troupes américaines en Irak a posé des problèmes insurmontables et qui n'étaient jamais posés avec une telle acuité avant. Et d'autre part, l'Anthropocène va être aussi la raison pour laquelle on va devoir faire la guerre. Donc je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. Maintenant, si on revient sur l'intelligence artificielle, pour rebondir sur le rapport que mentionnait François tout à l'heure, le rapport donc, les États-Unis, en 2018, ont créé une commission nationale sécurité sur l'intelligence artificielle, donc, qui est présidée par Eric Schmidt. Et l'objectif de cette commission est de conseiller l'administration américaine sur les choix stratégiques sur l'intelligence artificielle. Ça ne passe pas par 4 chemins. Le texte est d'une limpidité totale sur la nécessité de maîtriser l'intelligence artificielle pour faire face aux menaces et continuer à assurer l'hégémonie américaine. Les Américains sont très précis dans cette lutte qui les oppose à la montée de la Chine. Et Eric Schmidt est très clair là-dessus, disant que les États-Unis ne sont plus dans une situation où ils peuvent maîtriser l'ensemble du spectre technologique et scientifique. Ça, c'est fini. Donc, ils doivent faire des choix, abandonner certains domaines à la Chine et choisir de garder la maîtrise là où c'est le plus central pour la sécurité nationale. Et l'IA est l'un de ces éléments. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un d'eux. Et les questions sont très sérieuses. Par exemple, dans le rapport, Eric Schmidt dit qu'il va quand même falloir réguler. Et donc, par exemple, il propose qu'il y ait une convention internationale où les États se mettraient d'accord de ne pas mettre une IA au niveau du bouton de la bombe. C'est-à-dire que pour déclencher une attaque nucléaire, il faut une décision humaine du chef de l'État et pas une décision automatique. Et donc il propose un accord là-dessus. Mais s'il propose un accord là-dessus, c'est dire l'état d'avancement de l'IA dans la sphère
militaire, puisqu'essentiellement, on a essentiellement les éléments pour dire, là, il faut attaquer. Je signale aussi que dans cette tension, la Chine a... donc les grands pays nucléaires ont un accord comme quoi ils ne seront pas les premiers à tirer. Ils se gardent le droit de la rétaliation. J'ai oublié comment on dit en français. La riposte nucléaire, mais ils ne seront pas les premiers. La Chine a levé cet engagement il y a peu de temps dans la tension à cause de la tension avec les États-Unis. Donc le monde est très très tendu. Donc l'IA, c'est effectivement beaucoup plus pervasif que ne l'était la puissance nucléaire. Évidemment, l'hiver nucléaire, l'idée que les Russes et les Américains tirent toutes leurs ogives était plutôt effrayant. Mais comme l'a rappelé François, la théorie de la dissuasion a eu raison de cette menace. L'IA, par contre, c'est la base de la sûreté de nos systèmes, parce que seule l'IA va pouvoir détecter des intrusions. Donc ça, c'est la cybersécurité. On le voit d'ailleurs, il suffit d'ouvrir un journal n'importe quel jour de l'année, il y a une attaque sur des structures aussi inoffensives que des hôpitaux. Et par ailleurs, l'IA est la seule force capable d'intrusion dans le système adverse également, puisque pour passer inaperçu, seule une intelligence artificielle va être capable de passer inaperçu. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, mais donc d'une guerre totale où on attaque tout, n'importe quoi, l'ordinateur de M. Dupont, comme un hôpital, comme une administration publique, comme la sûreté nucléaire, comme l'espace aérien, comme etc., etc. Donc ce n'est pas... Je pense qu'il y a dans ce domaine, tant aux États-Unis qu'en Chine, qu'en Russie, que dans quelques autres pays, une vraie conscience de l'enjeu. Et puis à côté, un discours bisounours virant à la crétinerie. Et du coup, pour éviter ce discours visant à la crétinerie que je vous ai invité à faire à l'inverse, en vous proposant une question bien rêveuse, revenons un peu sur le nerf de la guerre et finalement sur cette notion de préparation qui est sous-entendue à travers ce qui vient d'être évoqué. Parce qu'effectivement, on parle de la relation entre différents pays, on parle d'outils de guerre, on parle de préparation, mais comment finalement, en tant que personnes qui vont réfléchir à l'intelligence artificielle, peuvent-ils envisager l'évolution, en quelque sorte, des transformations humaines qui vont être sous-jacentes à ces décisions-là, sans parler finalement de l'arme, c'est-à-dire d'imaginer finalement la transition sociale sociétale qui va être sous-entendue par l'application de l'intelligence artificielle. Peut-être, François, sur cette question à rallonge. Oui, elle est à rallonge, oui. Donc, le point, ce qui me paraît, parce que d'ailleurs, ça a mis, je ne sais pas si j'ai peut-être bugué, j'avais des idées au départ et elles sont un peu diffuses maintenant. Je pense que il faut bien se rendre compte que l'IA n'est qu'une technologie. Donc, l'IA, c'est vraiment ce que nous voudrons en faire. Donc, c'est aussi bien, et ça c'est à chaque niveau, c'est au niveau d'une entreprise, comment est-ce que je l'utilise, jusqu'où je la mets au cœur, comment est-ce que je fais pour assurer que le bénéfice par rapport à son risque soit bien compris par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les employés, que ce soit les clients, que ce soit les gouvernements, les régulateurs et autres. Donc, il y a quand même tout cet élément qui devient très, très important. Il est intéressant de voir d'ailleurs que les gens sont prêts à accepter des choses des humains qui ne sont pas prêts à accepter des machines. Quand on regarde les véhicules autonomes, par exemple, de fait, évidemment, il y a des morts, mais je dirais que quand on regarde ce qui est lié aux décès qui sont à cause de l'alcool et autres, de manière évidente, on a des pilotes qui montrent
que le nombre de morts par kilomètre parcouru est inférieur lorsqu'on utilise des véhicules autonomes qui sont pilotés par l'intelligence artificielle. Et pourtant, dès qu'il y a un décès, on arrête totalement tout le programme. Donc, je ne sais pas ce que l'on devrait faire quand on quand on meurt en cause de voiture. Mais c'est intéressant parce que je trouve que d'un point de vue philosophique ou comportemental, sociologique, c'est intéressant de voir qu'on n'est pas prêt à accepter de la machine des choses qu'on est prêt à accepter à une échelle logarithmique supérieure de la part des humains. Donc, je pense qu'on a cet ensemble de questions qui est en fait l'IA et son utilisation, enfin l'utilisation de l'IA, elle nous dit davantage sur nous qu'elle ne dit sur l'IA elle-même. Donc ne confondons pas les deux et regardons-nous, essayons de changer, que ce soit nos biais, nos objectifs et autres, et l'IA suivra. Je ne crois pas du tout on n'est pas du tout dans 2001, Odyssée de l'espace, où le système nous échappe et veut nous réduire. Si on s'anéantit, ce seront les hommes qui nous auront anéantis, pas l'IA. Et ça, pour nous, sur la question de l'anthropocène, en tout cas, c'est un véritable enjeu d'imaginer que nous travaillons sur l'impact des activités humaines, si bien qui sont telles qu'on ait une crise de l'habitabilité et en quoi ça bouleverse notre conception du monde. Donc, je crois qu'on ne va pas tarder à approcher aux dernières questions. Juste un point par rapport à ça, et c'est là où vraiment aller, parce que sur l'habitabilité, sur l'IA, je vois peut aider à résoudre nos problèmes vitaux. Que ce soit parce que, comme je parlais des jumeaux digitaux, ça permet de faire des modélisations qui sont beaucoup plus sophistiquées et qui permettront donc peut-être de trouver des solutions qui sont meilleures. Donc on est dans cette démarche-là. Donc comment est-ce qu'on réussit, nous, à utiliser l'IA pour ce qu'elle est capable d'apporter ? Et c'était un peu la question que j'essayais de vous poser, de vous amener tout à l'heure sur finalement l'application qu'on pourrait avoir sur les enjeux de l'anthropocène, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez ou des entreprises travaillent sur des éléments d'amélioration vraiment des conditions finalement systémiques ? Est-ce que vous avez une vue de différents algorithmes ? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous travaillons à l'heure actuelle, notamment dans des villes, nous travaillons au Nigeria, à Lagos, pour essayer de voir, et nous utilisons des modèles IA. Alors, ils ne sont pas poussés au niveau, mais enfin, on essaie de faire une sorte de jumeau digital pour essayer de comprendre et comment arriver à donner... ils sont aujourd'hui 25 millions. En 2050, ils seront 50 millions. Aujourd'hui, il n'y a que 2 millions qui ont accès à l'eau potable. Comment est-ce qu'on réussit ? Quels sont les investissements qu'il faut faire ? Et pour montrer la puissance de l'IA, qui n'est pas très intelligente, mais je ne sais pas si vous aviez vu ce champignon à Tokyo, qui applique en fait à son niveau ce qu'on appelle le reinforcement learning, qui est au global, je pars dans toutes les directions, et puis s'il y a du sucre, je continue, et s'il n'y a pas de sucre, je m'arrête. Et on a réussi à modéliser, il a réussi à modéliser en 8 jours, enfin à prendre en 8 jours une taille optimisée du métro de Tokyo. C'est un modèle d'IA d'une certaine manière, comme je le disais, reinforcement learning, qui est un petit peu une récompense. Donc je continue, j'ai pas de récompense, je m'arrête. Et donc ça, si on réussit à l'utiliser, à le mettre au service de l'humanité, si l'homme décide de le mettre à son service, à ce moment-là, c'est extrêmement bénéfique. De votre côté, une expérience positive ? Moi, je crois que le programme que je connais qui est le plus ambitieux, c'est le programme du gouvernement japonais qui s'appelle Société 5.0 et qui a l'ambition, en fait, qui voit la société de l'information comme le passé et qui a l'ambition de développer une administration résiliente, souple, complètement connectée, reposant sur l'IA, et avec une réflexion qui est profonde, parce que ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement ne sera peut-être plus comme on l'imagine aujourd'hui,
un processus avec un parlement qui énonce des lois, et après il faut des décrets d'application, et il y a toute une administration derrière, etc. Mais quelque chose de beaucoup plus souple, donc il y aura des principes supérieurs et qu'on devra respecter. Et c'est intéressant parce que les deux principes que les Japonais mettent au plus haut, c'est le bonheur et la répartition dans la population. Et donc après, on va voir l'état de droit et d'autres éléments fondamentaux comme des outils pour atteindre le bonheur et l'égalité. Et donc ça, c'est un système extrêmement technologique, mais avec une technologie au service de la population et évidemment de l'harmonie avec l'écosystème. La Chine est aussi très avancée dans un discours plus orienté vers le contrôle. Mais la société japonaise est une société qui, d'une certaine manière, s'auto-contrôle, n'a pas vraiment besoin de contrôle. D'ailleurs, pour le Covid, il n'y a pas eu beaucoup d'actions du gouvernement. Mais je pense que c'est les deux pays qui ont le plus d'avance, enfin, du moins dans ceux que je connais, dans une ambition de gouvernance par le numérique et l'IA extrêmement invasive, et avec des objectifs qui sont politiques, qui ne sont pas juste l'optimisation, quoi. En tout cas, moi, ce qui me paraît fondamental, et peut-être la question que j'aimerais vous poser un petit peu à la fin, c'est finalement la capacité de l'IA, finalement, de réagir dans un temps qui peut être le temps de l'urgence et qui peut être à des échelles vraiment plurielles. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus? Parce que je pense que c'est un des éléments vraiment fondamentalement intéressants, hein, surtout à la question de l'urgence écologique, l'urgence climatique, l'urgence de la montée des eaux, etc. L'IA est un outil potentiel finalement aussi de protection contre des phénomènes qui sont en tout cas dans le rapport du GIEC clairement énoncés. Est-ce que pour vous l'IA a un rôle à jouer sur sa capacité d'être dans un temps réduit versus peut-être potentiellement son impact? Il y a absolument, enfin je pense que la question ne se pose pas, mais encore une fois, ça n'empêchera pas les gilets jaunes de bloquer les ronds-points. Donc je pense qu'il y a un moment où l'IA est une technologie, c'est un outil. Bon, et donc oui, elle permet de modéliser, elle permet d'identifier les bonnes solutions, elle peut permettre d'accélérer l'innovation dont on a besoin pour capturer le CO2, donc super, mais il n'empêche que malgré tout, il faut que ce soit accepté par la société. Et ça, ce n'est pas l'IA qui va le faire. Alors, on n'est pas dans. On s'appelle ah, mince. Dans Matrix, tu pensais ou... Non, je pensais à. Parce que ça m'a fait penser quand tu lis le japonais. Bon, peu importe. L'autre bouquin, pas 1984, mais l'autre, où il y a les ABCD, non, ben, je retrouverai, qui est critique. Mince, je ne sais pas pourquoi je ne le trouve plus. Donc c'est encore, nous réussirons à sauver la planète. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, tu cherchais. Voilà, le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Oui, il y a les alphas, les bêtas. Les alphas, les bêtas oui. Et les batteries d'enfants, les batteries nourrissons. Et d'ailleurs, le bonheur est l'objectif. Tout à fait. Le bonheur est l'objectif. Donc, quand tu parlais du Japon, je pensais au meilleur des mondes. En tout cas, j'en ai profité pour éteindre mon micro. Donc, du coup, ce qui en ressort un peu de ce qui vient d'être évoqué, en tout cas la manière dont on aborde aussi les enjeux de l'intelligence artificielle passe aussi par l'acceptation du développement de cet outil. Oui, et en même temps, comme François le rappelait, les problèmes sociaux auxquels on fait face, on y fera face de toute façon. Donc soit on est capable politiquement de les régler, soit on n'est pas capable politiquement de les régler. Et donc je pense que si on savait les régler, l'acceptation de l'IA se poserait différemment. Mais c'est clair qu'il y a en Asie orientale un rapport tant à la nature qu'à la machine
qui est complètement différent. Et pour moi, d'ailleurs, le rapport à la nature et le rapport à la machine, c'est la même chose. Il y a dans la société occidentale l'idée d'une domination de la nature. Et donc, l'homme est au centre, l'homme décide, l'homme ou l'humain, et une machine qui puisse décider quelque chose d'absolument insupportable. Dans la culture d'Asie, cet équilibre entre l'humanité et la nature est beaucoup plus présent. Au Japon, par exemple, le rituel est très important et touche à peu près tout le monde, y compris les ingénieurs au cœur des villes. Donc ce rituel, ou ces rituels de relation avec la nature. Et l'idée qu'une machine décide est tout à fait acceptable. L'homme n'est pas le centre du monde. Il en est un des éléments. Et je crois personnellement que les deux sont liés et que les deux sont difficiles pour nous en Occident. Et l'Anthropocène est particulièrement difficile pour les Occidentaux parce qu'ils perçoivent la nature comme quelque chose dont ils se sont émancipés, alors avec les progrès de la médecine, les progrès de l'agriculture, etc., etc. Mais donc finalement dans un rapport qui est simplement un rapport de domination. François. Jérémy. Je vous propose de nous, vous aussi, de nous éclairer de votre vision de l'acceptation de ce rôle-là qu'il peut vraiment avoir. Oui, mais je pense que ce rôle, il passe par. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane sur les différences de perspective et qu'il y a un rôle qui est extrêmement culturel. Et nous sommes en effet chez nous extrêmement prométhéens, etc. Mais donc cette question de l'acceptation, il faut remettre l'IA à sa place, mais qui est une place, entre guillemets, elle ne revendique rien, l'IA ne revendique rien. Donc, mais je pense qu'il y a un véritable potentiel pour nous aider et donc poussons à son acceptation, enfin réglons les problèmes politiques et sociaux qui sont les nôtres. L'IA n'est qu'un outil et qu'une technologie. Arrêtons de fantasmer sur l'IA et c'est pour ça que moi je pousse pour une éducation beaucoup plus forte. Parce que plus on comprend l'IA, mieux on la connaît et moins on en a peur, ou plus elle nous met face en fait à nos propres biais, nos propres limites, nos propres fantasmes. Donc, essayons de résoudre nos fantasmes et nos problèmes sociaux et politiques d'un côté et mettons l'IA à sa place, ce n'est qu'une technologie. Et effectivement, comme vous le dites bien, tous les deux, ça nous permet de réfléchir à nos propres biais. Et le biais qui est le suivant, de se dire que finalement, l'IA est quelque chose qui induit un déplacement, alors que c'est quelque chose qui est tout à fait issu de l'humain comme un outil qui, certes, bien sûr, nous permet de voir une relation différente avec la nature et le monde qui l'entoure. Écoutez, merci beaucoup François Candelon, merci beaucoup Stéphane Grumbach pour cette conversation. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le mercredi de l'Anthropocène qui, cette fois-ci, parlera des milliardaires et l'espace avec Gilles Rabin et Arnaud Saint-Martin. Un autre sujet fort passionnant, très en vogue. Et écoutez, on vous quitte en ligne avec tous nos éditeurs et on va repartir avec le public ici présent pour répondre aux questions et aux réponses. On vous invite tous, pour ceux qui nous écoutent, à venir nous retrouver la prochaine fois à Hôtel 71 pour avoir la chance et le privilège d'échanger avec nous, car les questions et les réponses, eh bien, c'est en présentiel. Merci, Jérémy. On n'a peut-être plus besoin de micro. Tu nous entends sans les micros, du coup Super bien, super bien. Quatre. Non, mais c'est pour ça, il y a un problème de tous les avatars.
Alors, en revanche, là, j'entends pas du tout. Donnez le micro peut-être pour les questions. Je pense que ça devrait. Est-ce que là. Bonjour. Oui, ça a l'air de Bonjour. marcher. Du coup, j'aurais une question notamment pour vous, Monsieur Candelon. En gros, est-ce que vous connaissez Super Intelligence de Nick Bostrom ou pas? Est-ce que, pardon, Est-ce que vous connaissez le livre Super Intelligence de Nick Bostrom ou pas? Non, alors je sais de qui Nick Bostrom. Non. Non, ok. Parce que du coup. Non, je connais bien Singularité de Ray Kurzweil, mais pas Super Intelligence. Donc dites-moi. D'accord. Donc en gros, j'imagine que c'est la même idée. Donc c'est difficile à résumer rapidement, mais l'idée est assez simple. C'est genre ce qui a permis aux humains de gagner le contrôle sur leur environnement, c'est leur intelligence probablement. Et ce qui a permis, en gros, on est la proof of concept qu'il existe des niveaux d'intelligence comme les nôtres. Et du coup, sachant que 90%, enfin l'estimation médiane des top 500 chercheurs en IA mondiaux de développement d'intelligence aux capacités générales de niveau humain, c'est ce siècle-ci, et que conditionnellement à ça, bah, du coup, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Enfin, en gros, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est qu'une technologie et qu'il n'y a pas les risques Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'elle nous dépasse? ouais, bah, c'est exactement ça. Ouais. C'est possible. Alors moi, j'ai plusieurs autres. Il y a d'autres théories qui disent, en fait, si on regarde, on a commencé par les cellules, puis il y a eu des microbiens, et puis ensuite il y a eu des organes, et puis ensuite il y a eu des animaux. Et bien peut-être que la prochaine étape, c'est la mise en réseau, un mélange machine et plusieurs humains pour créer une super intelligence. Je pense que je serai quand même, et je pense que je serai mort quand ça arrivera. Alors, je veux dire que c'est à courte vue, hein, parce que vous serez encore en vie, mais enfin, on a encore, il y a du temps. Enfin, je pense qu'il y a du temps, et je pense qu'il y a encore une fois, ce sont des technologies. Je pense que l'IA générale, ça n'est pas pour demain. Donc, commençons déjà à utiliser cette technologie pour ce qu'elle peut nous apporter, en ayant conscience de nos limites pour pouvoir l'utiliser pour le bien plutôt que pour le moins bien. Mais je pense, enfin, super intelligence arrivera peut-être, mais je pense que on n'est pas, c'est encore pour dans un certain temps. Non, je pense qu'il y a un truc plus rapide qui va être quand même, dont on n'appréhende pas bien l'impact, qui est l'informatique quantique. Je pense qu'on a du mal à comprendre la quantité de changements qui vont être liés à cette explosion de la capacité de modélisation. Ok, bah, ok. Disons que, enfin, pour avoir lu sur les deux questions, les estimations des experts de physique quantique disent que, en gros, on aura 50 qubits, qui est une puissance de calcul énorme en 2045, et enfin, et en gros, ces 50 qubits, ça a l'air d'être ce qu'il faut pour faire des trucs vraiment ouf. Et les mêmes experts en intelligence artificielle, donc des gens de conférences d'intelligence artificielle très renommés, ont une estimation médiane de l'arrivée d'AGI vers 2050. Donc c'est pas hyper loin quand même. Mais on verra. Peut-être. Mais je pense que l'intelligence artificielle, alors je ne suis pas un philosophe et je suis beaucoup moins calé là-dessus que ne le serait Stéphane, donc il va intervenir. Je pense que l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, elle ne décide pas au sens où elle n'a pas de souhait, elle n'a pas de désir, elle n'a pas tout ça, et je ne crois pas, et elle ne peut pas ontologiquement en avoir. Donc c'est vraiment ce que l'on en fait. Mais il est clair, en effet, on va avoir une capacité d'intelligence du niveau de celle du cerveau humain, et puis ensuite de celle de plusieurs cerveaux humains à un horizon qui n'est pas très long. C'est sûr. Mais la gestion de l'ambiguïté reste quand même un sujet. Vous voulez dire quoi?
voulez dire la capacité abstractive ou enfin Peut-être que ouais. Ouais. Stéphane, tu veux peut-être Tu répondre m'entends, aussi. François? Pardon? Tu m'entends? Oui, là je t'entends, oui. Oui. En fait, je pense qu'il faut séparer l'intelligence artificielle générale des intelligences artificielles qui ont été conçues pour résoudre un problème particulier comme conduire une voiture ou autre. Et d'une certaine manière, le vocabulaire devrait être différent, en fait. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. Utiliser le même mot d'intelligence artificielle n'a pas grand sens. Donc je te suis complètement, François, sur ce que tu as dit sur les intelligences artificielles spécialisées, donc qui est une forme d'algorithmique puissante. Sur l'explosion de la capacité de calcul, j'avoue que moi j'ai pas d'intuition, si ce n'est qu'on pourrait imaginer des formes d'intelligence très fortes et qui seraient capables de prendre des décisions et dans des contextes où les dystopies de la littérature semblent pas très éloignées. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, les armées vont se doter de robots tueurs qui vont... donc c'est des intelligences spécialisées dans un domaine, mais simplement les robots vont être à l'origine de la décision de tuer. Et non pas simplement des objets télécommandés par des humains. Et donc après, on est quand même plus très loin de se demander, de penser que toutes les dystopies de la littérature et du cinéma sont au fond pas très éloignées ou pourraient ne pas être très éloignées. Et donc il y a eu, il y a quelques années, 2015 si je me souviens bien, cet appel signé par Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, etc., appelant à stopper tous les travaux sur l'intelligence artificielle générale, de peur effectivement qu'elle se retourne contre les humains et que la vie des humains devienne un cauchemar. D'autant plus qu'on ne peut pas vraiment débrancher, c'est-à-dire que on pourrait s'imaginer qu'on peut débrancher nos ordinateurs, mais ce n'est pas le cas en fait, parce que la population humaine dépend de la technosphère qui est complètement contrôlée par des machines, des ordinateurs et qui échangent de la donnée. Si on débranche la technosphère, la population humaine tombe à 100 millions d'habitants ou quelque chose comme ça. Donc elle tomberait radicalement si on devait débrancher assez brutalement tout ce qui concerne la production énergétique, agricole, etc. Donc on ne pourra pas débrancher les machines, et ce qui se passe dans 2001, ça ne sauve pas les humains à bord du vaisseau, mais ils arrivent quand même à débrancher la machine. Et donc ça ne sera pas possible sur Terre, très probablement. Donc je ne sais pas, moi j'ai une vision effectivement d'une possible dystopie sérieuse autour de la capacité de calcul. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment séparer les deux concepts, quoi. Absolument. Sur la séparation, enfin, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, OpenAI et DeepMind, qui sont les plus gros labos qui s'intéressent à l'intelligence artificielle générale, c'est quand même eux qui, de plus en plus, créent des modèles qui ensuite ont des applications dans le réel. Donc, GPT-3, par exemple, c'est le gros language model énorme. Maintenant, il est utilisé pour tellement de trucs, alors qu'au début, il était juste supposé être général. Enfin, du coup, ça a l'air de quand même un peu converger. Moi, ce qui m'intrigue un peu, alors du coup, je vais vous poser encore une question un peu plus en mode on n'est pas à la radio, mais ce qui m'intrigue autour de la question de l'intelligence artificielle et de son déploiement, finalement, c'est surtout sur les espaces où il n'y a aucune création de données en fait, qui sont finalement retraçables par des machines. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tant que ça ne rentre pas finalement dans un système qui va être capté à un moment ou à un autre par une intelligence artificielle, il y a encore énormément d'éléments, en tout cas, qui sont
sens ou propre à des technologies ou à des éléments qu'en tout cas, il n'y a aucune donnée. C'est-à-dire, je suis d'accord qu'on dépend de beaucoup Tu de... peux donner des exemples? Ben, par exemple, on va dire, je vais donner l'exemple de la capacité qu'on aurait de dire que quel est l'impact du béton sur ma peau au sol et comment en fait finalement est constitué ici ce béton dans cette pièce avec finalement ces différentes composants, que ça par exemple tu vois dans n'importe quelle donnée en fait il y a plein de données qui sont complètement mises à l'écart, que ce soit de la matérialité, de la physicalité, des éléments de sensibilité, tu vois quelque chose qui... Mais tu as de plus en plus des éléments, tu as des capteurs, tu en as de plus en plus. Tout l'IoT, tout Oui. l'Internet des objets est autour de ça. Et c'est pas que de la numérisation, c'est-à-dire que Non, bien sentir sûr. comment tu peux avoir des capteurs pour voir comment tu poses ton pied là-dessus. Donc, tu vois, par exemple, pour aller dans ce sens, tu prends Plastic Omnium aujourd'hui, ils sont en train de faire des matériaux intelligents qui fait que quand le mec approche de la voiture, comme il est senti ou il est reconnu, hop, les sièges se mettent immédiatement à son niveau, à son approche, enfin, à ses caractéristiques, parce qu'il a sauvegardé son truc. Donc tu vois, et c'est pas une caméra qui fait, c'est des matériaux intelligents. Donc les boîtes travaillent énormément là-dessus. Oui, mais les Donc, boîtes... tu pourrais imaginer, alors je dis n'importe quoi, c'est probablement pas le cas, qu'en fonction de tes caractéristiques, eh ben, le matériau fait remonter un certain nombre de je ne sais pas quoi pour que ça corresponde à ta démarche. Tu vois, parce que par exemple, pourquoi je vous pose cette question? Parce que je le vois, par exemple, quand un étudiant va faire une simulation de micrométéorologie ou qui va essayer de comprendre finalement les évolutions de la température dans un espace, le nombre de capteurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, est nécessaire pour faire une telle opération et qui est d'une pauvreté sans nom, finalement, à l'échelle de la ville. Je veux dire, c'est évident, tu vas devoir répéter ce système Bien et sûr, bien sûr. on est loin d'une réalité, tu vois, entre l'espèce de dire que mon pull va donner des informations hyper intéressantes sur le fait que je transpire et que j'ai potentiellement un cancer de l'œsophage, on n'en est pas là. Et tu vois, il y aura quand même... Non, c'est vrai, mais moi, ce que je vois, c'est le début ou le développement de la production de données synthétiques, c'est-à-dire de la capacité de rétropolation et de création de données pour entraîner notamment des algorithmes à partir d'un nombre beaucoup plus limité de données. Et ça, c'est un axe de recherche qui est en train de se développer extrêmement fortement. Donc, je ne sais pas, mais tu pourrais imaginer qu'au niveau pour comprendre l'évolution de la chaleur de la ville, là, j'y connais rien. Donc, mais peut-être que le fait de l'avoir dans 3 ou 4 ou dans 30 ou 40 lieux typiques ou archétypes doit pouvoir permettre de refaire une modélisation à partir de données synthétiques. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je vois que c'est un sujet qui est en train de se développer extrêmement fortement. C'est hyper intéressant parce que tu vois, enfin, c'est des choses qui m'intriguent et en même temps qui me paraissent, tu vois, qui me paraissent, même, j'ai pris l'exemple de la micrométéorologie, hein, mais faisons rien que sur la qualité de l'air. Rien que sur la qualité de l'air, on voit finalement les grands laboratoires qui vont analyser les qualités de l'air dans les différentes métropoles du monde. Mais en fait, on a une sous-représentation des analyses qui sont faites dans les zones périurbaines ou dans les zones agricoles. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire quelle est la base dans très très peu d'endroits. Finalement, si tu regardes la zone blanche, comme on le ferait pour l'Internet des zones blanches, finalement en France, mais des zones blanches sur lesquelles on ne peut même pas dire quelle est la base qui est non, soi-disant, celle de la ville ou de l'espace. Regarde, je vais te donner l'exemple d'une boîte qui s'appelle XAG, ou XAG, enfin, je ne sais pas comment, qui est une boîte chinoise, qui a travaillé là-dessus en faisant des sortes d'armées de drones au service des fermiers, enfin des paysans, et qui leur permet, en regardant ça et en utilisant de voir quelle est la partie des sols qui correspondent plus ou moins et qui sont plus ou moins fertiles ou qui ont eu trop de pesticides ou de trucs comme ça, et qui leur dit exactement quoi faire. Et donc, ils sont en train de développer un écosystème en Chine qui change totalement la manière dont les paysans travaillent. Parce que justement, à partir de là, ils expriment de manière extrêmement précise, voilà les données que l'on a, voilà les informations que l'on a, et donc voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Donc ça émerge.
Moi, je suis sur l'IA spécialisée. Hein. Je crois qu'on trouve le meilleur et le pire. Effectivement, il y a tout, dans l'IoT, il y a tout un tas de trucs complètement débiles. Et donc, il y a des entreprises qui vivent d'installer cette débilité. Et beaucoup d'entreprises se revendiquent de l'intelligence artificielle parce que le mot est vendeur, comme le mot européen. Ouais, ben ça permet d'augmenter tes multiples. Donc, exactement. Il y a 20 ans, n'importe quelle boîte mettait européen sur n'importe quelle boîte française mettait européen sur son nom et c'est le même phénomène. Ça va faire un flop. Mais voilà, c'est ça. Tu as ce genre de phénomène. Mais c'est clair que les gens qui essayent de développer des IA générales ont après des développements dans des domaines pratiques. Ça, c'est pas étonnant. Mais il reste des questions. Et puis c'est aussi l'histoire. C'est que quand on regarde l'histoire de l'IA depuis les années 50, il y a eu des grands enthousiasmes, des grandes déceptions. Donc il y a eu ces périodes qu'on appelle des hivers. On reste aujourd'hui dans l'IA face à des problèmes qui sont importants. Par exemple, pour résoudre le même problème qu'un humain sait résoudre, une intelligence artificielle va consommer plusieurs ordres de grandeur d'énergie en plus du cerveau humain. Et c'est abyssal, en fait, ce que consomme AlphaGo par rapport à un joueur de Go, par exemple. Donc, il reste plein de questions. Et puis, il y a des formes de raisonnement que l'IA fait bien aujourd'hui, et en particulièrement le raisonnement inductif, donc où on a donc en fait fondamentalement basé sur la statistique, ce que fait l'apprentissage massivement. Il y a d'autres formes de raisonnement que les humains maîtrisent et qu'on ne sait pas trop modéliser, comme l'abduction par exemple. Donc le fait d'avoir des hypothèses qui sont possibles mais sans avoir ou plausibles, sans avoir aucune connaissance probabiliste. Oui, j'ai une question vraiment de néophyte et en tout cas c'était passionnant, votre discussion, très éclairant. J'ai compris que quand même l'IA était aussi une projection de puissance, de contrôle, de pouvoir, de domination, et si cette tendance est prédominante, est-ce qu'elle ne va pas détruire tous les efforts d'un autre type d'IA qui peut améliorer la vie pratique, qui peut justement aider des populations à se développer ou à vivre mieux, je ne sais pas, ou à diffuser des idées. Donc est-ce que l'IA en tant que projection de domination n'est pas vouée à détruire l'intelligence au sens global du terme? Non, je pense côte à côte, en fait. C'est-à-dire le fait de développer la projection de puissance, elle est fondamentale tant pour les États que pour les entreprises, mais elle n'empêche pas le fait d'avoir des applications qui servent soit la population dans son ensemble, soit l'organisation, soit une partie de la population. De même que les constructeurs automobiles ont, suivant les époques, fabriqué des automobiles ou des tanks, et de même que la bombe a permis après de produire de l'électricité d'origine nucléaire. On peut la juger comme on veut, mais disons c'est une technologie duale, donc elle peut servir à fabriquer une bombe atomique ou à produire de l'énergie. Donc je pense que c'est pareil sur l'IA, on va trouver les deux. Ouais, sauf que vous dites que même si c'est encore un peu dystopique, elle peut se substituer dans la décision à l'humain. Elle pourrait prendre la décision à la place de l'humain. Donc quelque part, elle ne serait plus simplement un outil, elle serait vraiment une force agissante. Oui, pour moi, c'est pas du tout dystopique. Ah d'accord. Oui, c'est pas dystopique, mais non, c'est pas un outil comme une arme classique ou autre. Tout à fait, c'est pas un outil, puis c'est un compagnon d'une certaine manière.
c'est une force qui est capable de décider de choses qui sont des choses intellectuelles, qui ne sont pas une transformation matérielle, mais dire il faut faire ça ou il faut faire ça comme ça, et effectivement intervenir dans un processus de décision. On pourrait imaginer par exemple, je ne sais pas, que le protocole d'évacuation d'une ville après l'explosion d'une centrale nucléaire ou je ne sais pas quelle autre catastrophe soit complètement géré par une IA et pas par des hommes, simplement parce que c'est plus rapide, etc. etc. Et ça serait majeur parce qu'il y a des gens qui mourraient, il y a d'autres qui seraient sauvés, donc il y aurait quand même des décisions qui seraient, comme sur le Titanic, un peu controversées. Mais donc moi je vois pas le fait que des machines prennent des décisions avec les humains ou parfois sans les humains. Je ne pense pas que ce soit dystopique, et ça je pense que ça va venir de plus en plus. Ne serait-ce que cette polémique qu'a mentionné François du véhicule autonome qui va décider de cracher en tuant 1 ou 3 personnes par exemple. Donc ça choque le fait qu'on soit obligé d'écrire un algo qui va dire vaut mieux tuer une personne que 3 personnes si on a le choix entre ces 2 options. Mais fondamentalement, c'est ce que nous on va faire, essentiellement. Mais finalement, quand même, les IA, le résultat d'un IA, c'est quand même le résultat de données qu'on rentre dans la machine, finalement. C'est un peu grossier. Mais au final, ma question, sans rentrer dans la science-fiction totale, c'est est-ce qu'un jour, un IA pourra émettre des opinions, sortir de... J'aimerais en fait enchaîner sur votre question parce que j'en ai une similaire qui est un peu voisine. Parce que là, vous parlez des données qui sont les sortes de sets avec lesquels on alimente les moteurs de l'intelligence artificielle. Et moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est justement ce schéma de décision qui se fait, qui devient de plus en plus discret. Ça veut dire un peu opaque pour nous, vu de l'extérieur. Ça veut dire, est-ce qu'on va vers le système qui... Bien que c'est des données, on peut comprendre les données qui sont à l'entrée, on peut comprendre le setup de différents nœuds qui est un petit peu au milieu, mais on ne sait plus, par exemple, quel était le chemin du raisonnement pour aboutir à une telle ou telle décision. C'est-à-dire, si on donne aux machines la possibilité de faire des choix qui engagent la société ou les structures politiques, par exemple, si on ne peut pas comprendre et remonter la logique qui a amené l'IA à prendre telle ou telle décision, est-ce qu'on n'est pas en train de quelque part de rentrer dans un monde complètement impensable pour nous parce qu'on ne peut plus dire, on ne peut pas vérifier le calcul, par exemple. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, l'IA et les données. Alors, dans l'exemple du Go, par exemple, donc le Go est un exemple particulier parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec la société humaine. Mais donc DeepMind a fait cet algorithme AlphaGo qui joue au Go et qui a battu le champion du monde et qui après a été battu par un autre algorithme aussi de DeepMind, AlphaGo 0. Alors, qui fonctionnait différemment. AlphaGo a appris le Go en étudiant les parties de Go des champions de Go. Donc il avait les règles du Go, il avait les données des humains, et il a appris le Go comme ça. Donc AlphaGo 0 a appris le Go en ignorant tout des humains, en ayant juste les règles du jeu de Go et en se battant contre lui-même. Et donc en fait, une IA, donc dans l'exemple, il est assez interpellant quand même, parce que d'une certaine manière, l'IA la plus forte, c'était celle qui s'est abstrait de la connaissance des humains. Et dans l'exemple que donnait François tout à l'heure sur les traders, il y avait la même chose. Et je voulais juste rajouter un point par rapport à ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde AlphaGo 0, en fait, il est arrivé, il a plus ou moins suivi les progrès de l'évolution du Go des humains. Et il est allé ensuite beaucoup plus loin avec des stratégies qui n'avaient jamais été pensées par des humains. Et c'est hyper intéressant parce que d'une certaine manière, pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu Stéphane, et d'une certaine manière, comme tu le disais, avec les traders, c'est un peu pareil.
Et je l'ai vu chez d'autres clients sur des trucs, même sur du pricing. En fait, l'IA leur donne l'assurance ensuite d'aller regarder d'autres sujets, d'autres approches qu'ils n'avaient pas osé pousser. Donc, ça ouvre de nouvelles portes. Pardon, excuse-moi, Stéphane. Oui, non, au contraire, c'est plutôt sympa que tu interviennes n'étant pas présent dans la salle. Et sur l'idée de perdre la maîtrise, moi je pense qu'effectivement, en fait, on ne sait pas trop quel est le cheminement que suit une IA. Et d'ailleurs, en fait, ce qui a fait le succès de cette génération de systèmes d'intelligence artificielle, c'est précisément que les humains laissent la machine apprendre de la complexité par elle-même. Et donc, la génération d'avant, l'approche symbolique en particulier, l'idée c'était que les humains allaient décrire le monde et une fois qu'ils avaient décrit le monde, mettraient ça dans la machine et la machine s'en dépatouillerait. Et ça a été un échec assez cuisant. Donc le progrès de l'IA tient à la capacité de calcul d'une part et d'autre part à cette idée de laisser la machine se dépatouiller de la complexité plutôt que d'essayer de lui apprendre la complexité. Et donc ça a été très bien étudié sur les systèmes de traduction, par exemple, d'une langue vers l'autre, donc où on touche vraiment la complexité linguistique et de quelque chose pour le coup où l'ambiguïté va jouer un rôle important. Et où l'IA, donc les premiers programmes de traduction étaient basés sur des grammaires, etc., etc. Et puis les nouvelles versions des traducteurs, en fait, sont brute force, c'est-à-dire qu'on leur a donné des corpus de textes dans une langue et dans une autre, et ils ont appris eux-mêmes à traduire à partir de ces corpus de textes sans que les humains n'essaient rien de leur expliquer de la grammaire de la langue ou de la compréhension qu'ils avaient de la grammaire de leur propre langue. Donc ça, c'est important. Mais sur l'idée, donc on ne sait pas comment une IA décide. Mais par contre, ce qui fait un grand responsable politique, eh bien, on ne sait pas non plus. Qu'est-ce qui fait le génie d'un chef d'État qui, effectivement, d'abord arrive à monter tout en haut et puis arrive à convaincre la population, arrive à orienter son pays dans une direction, et il ne saurait probablement pas le dire lui-même non plus. Qu'est-ce qui fait qu'il sent effectivement qu'il a le... Et donc c'est vrai pour beaucoup de professions où les gens... même quand j'interrogeais ma grand-mère sur des recettes de cuisine, elle me disait mais tu mets les proportions qui vont bien, ça se voit tout de suite. J'ai aucune idée si c'est une cuillère, 2 cuillères, et elle était incapable de le mettre en mots. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, dans leur propre processus d'intuition et d'action, ne peuvent pas exactement justifier quel est le raisonnement qui suivent. En même temps, il y a une démonstration qui est peut-être implicite, enfin peut-être cachée du côté du politique, de l'homme politique. On peut lui poser des questions, on peut rentrer en conversation et on peut éclairer, on peut chercher une suite d'arguments, on peut les réfuter en fait. Et c'est cette question de réfutation. Imaginons qu'on conçoive un système extrêmement pertinent sur des sujets et puis il nous propose une solution. On dit mais en fait pour par exemple évacuer une ville après la catastrophe, il faut détruire toutes les voitures rouges. Alors qu'il arrive à une solution qui nous paraît complètement absurde, mais en fait par une suite de modélisation très différentes, on pourrait se dire tiens en fait bizarrement il peut y avoir un effet papillon qui joue, et s'il ne peut pas nous en faire la démonstration, et on se retrouve devant le choix un peu, soit accepter que c'est une intelligence qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout, au moins à un niveau, on définit en fait le champ de jeu de ce qui est acceptable et donc la zone dans laquelle l'IA peut ne pas expliquer. Mm-hmm. Et quand ça sort de là, à ce moment-là, il y a des systèmes, des escalation processes qui font que, à l'humain de dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Oui. Je donne un exemple qui est assez rigolo. Au début de la pandémie, il y a
les systèmes d'un IA d'un distributeur en Angleterre qui se sont arrêtés et qui pensaient qu'il y avait une guerre qui était déclenchée, enfin il y avait un truc, parce que les gens n'achetaient que des chemises et n'achetaient plus de jupes et de pantalons. Le truc, il a tout bloqué, il a tout arrêté en disant il y a quelque chose, j'ai subi une attaque parce que ce qu'ils disent n'est pas possible. Bon, et donc voilà, donc mais c'est pour ça que l'humain est encore utile. Justement, il y a peut-être une. Mais c'est pour ça que aussi on a, et nous je vois dans le cadre des missions que l'on fait, on définit systématiquement le champ de jeu. D'accord. Et on dit à l'intérieur, hop, l'IA fait ce qu'elle veut. D'une certaine manière, elle optimise et on n'a pas besoin de savoir parce qu'on sait qu'elle ne peut pas expliquer puisqu'il y a quand même toujours ce compromis à gérer entre... excusez-moi, je le dis en anglais parce que je fais tout ça en anglais, malheureusement. C'est vraiment le compromis entre explainability et accuracy. Il existe. Plus j'explique, moins je suis juste. Bon. Pardon ? Mais on s'en rend compte d'ailleurs, François. Mais c'est peut-être ce que je suis d'ailleurs en train de faire. J'essaie d'expliquer, je suis moins juste. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit, ok, à l'intérieur de ce truc-là, c'est bon. Mais si on nous dit qu'il faut détruire la moitié de la population française pour telle raison, on va se dire que c'est peut-être un peu exagéré. Donc, on va demander de l'explicabilité et de la transparence. Oui, ça s'est fait beaucoup, de détruire la moitié de la population d'une région du monde. Non, mais oui, il n'y avait pas d'IA et non, c'était politiquement tout à fait porteur. Oui. Tu sais, rappelons-nous que ça a été ce qu'a fait la peste au XVe siècle. Oui, mais la peste n'était pas une décision politique, mais ça s'est aussi décidé politiquement. Voilà. Après, l'idée maintenant, c'est de construire la paix plutôt que la guerre, parce que vous parliez de roboture tout à l'heure. Est-ce qu'une intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut construire la paix ? Par exemple, on imagine Israël, Palestine, par exemple. Enfin, moi, je pense que encore ce que j'ai essayé de dire et peut-être, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser parce qu'il y a un meeting qui a démarré et là, je suis à 20h. Et c'est l'intelligence artificielle, elle ne va ni créer la guerre ni créer la paix. L'intelligence artificielle étroite, spécialisée, ce n'est qu'une technologie. Ça n'est que ça. Ça ne fera ni la paix ni la guerre. On lui fera faire la paix ou on lui fera faire la guerre, mais ce n'est pas elle qui la fera. C'est nous qui décidons. Alors, je suis désolé, je suis obligé de vous laisser. Eh bien, François Candelon, on est ravi de vous avoir accueilli ici. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avoue, il y a quand même un truc qui m'a un peu étonné, c'est quand tu t'es mis à me vouvoyer, quoi. Là,